Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième séance du 11e colloque des étudiants et étudiantes des deuxième et troisième cycles en histoire de l'Université de Sherbrooke. Je m'appelle Sonia Blouin, je présiderai cette séance qui s'intitule « De nouveaux outils pour la discipline historique ». Donc, la première communication que nous écouterons sera celle d'Alexandre Noguera. Alexandre est doctorant en histoire médiévale à l'Université de Poitiers et en co-tutelle avec l'Université de Sherbrooke. Sous la direction de Geneviève Dumas et de Stéphane Boisselier. Il réalise une thèse qui s'intitule « Voyage, culture et représentation spatiale chez un militaire sous Charles VII ». Membre d'études supérieures de civilisation médiévale, ses recherches portent sur l'histoire des sciences à la fin du Moyen Âge, sous le règne de Charles VII, ainsi que sur les relations internationales au 15e siècle. Il nous parlera aujourd'hui des outils issus d'autres disciplines en sciences sociales, telles que la géographie, dans une communication qui s'intitule « Espace, territoire et territorialité » pour la France du 15e siècle, un exemple de l'interdisciplinarité en histoire. Sans plus attendre, je te laisse la parole. Très bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour cette chaleureuse présentation. Et puis, bon matin tout le monde. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du territoire. En effet, le territoire, défini comme étant un espace géographique qui est qualifié par une appartenance juridique, délimité par des frontières naturelles ou non, et qui sont reconnues par les individus, n'est en réalité qu'un morceau d'espace issu d'un processus de spatialisation. Définir l'espace est ardu, tant le concept est polymorphe et polysémique. Bien que difficile, la tâche n'en est pas impossible. En effet, pour y parvenir, il faut séparer l'espace général des espaces. Là où le premier renvoie à l'espace mathématique, soit à l'espace euclidien, le second renvoie quant à lui au territoire. Ainsi, par espace, il faut entendre l'ensemble des éléments de compréhension et ou de description relatifs au réel. Toutefois, dans le cas d'une perception géographique, il faut se rapporter à la définition de l'espace géographique donnée par Pierre Georges et Fernand Verger. Il est possible de parler d'espace géographique à partir du moment où celui-ci est mesuré à l'échelle des dimensions des composants de la surface de la planète, continents, océans, et représentés sur les cartes. Cependant, les deux géographes nuancent leur définition, puisque l'espace géographique prend un sens qualitatif quand il est associé à une forme d'activité ou de résidence. Le rapport entre territoire et espace est si étroit qu'il serait facile d'oublier que l'espace n'est qu'une thématique de recherche, tandis que la territorialisation en est un objet et une problématique. Aussi, c'est au regard de ces différents éléments que je propose d'interroger la conception spatiale et territoriale de Gilles Le Bouvier, 1386-1455, militaire et diplomate au service du roi Charles VII, 1422-1461. Né en 1386, il commence à parcourir le monde dès l'âge de 16 ans. Attaché dans un premier temps à la maison du duc de Berry, il entre en 1416 au service du dauphin Jean, puis en 1418 à celui du dauphin Charles. Les différentes missions qui y sont confiées, recouvrement financier, ambassadeur, intermédiaire, lui permettent de voyager à la fois dans le royaume de France, mais aussi à l'extérieur. Toutefois, c'est entre 1440 et 1450 que la majorité de ses voyages à l'étranger est effectuée. Gilles Le Bouvier laisse 3 œuvres importantes relatives au règne de Charles VII, l'Armorial de France, une chronique, donc l'Armorial de France le premier, une chronique du règne de Charles VII, les chroniques du règne de Charles VII, est un récit de voyage connu sous le nom de livre de la description des pays. C'est sur cette dernière source que cette communication s'appuie. En effet, extrêmement riche, elle livre un grand nombre de détails topographiques, onomastiques et géographiques qui permettent d'appréhender les concepts vus susdits. C'est pourquoi l'approche choisie est résolument pluridisciplinaire, alliant principalement l'histoire et la géographie. Aussi, c'est la raison pour laquelle je propose d'interroger le processus de spatialisation et de territorialisation à travers le registre de la représentation géographique. Autrement dit, comment Gilles Le Bouvier se représente-t-il le monde, son occupation par les hommes et son découpage en différents territoires ? Afin d'y répondre, l'analyse suivra le plan suivant. Il sera vu dans un premier temps l'historiographie de la géohistoire, puis l'analyse portera sur un royaume de France en morceaux. Enfin, l'étude traitera de la frontière comme outil de politisation de l'espace. Cette nouvelle approche est apparue en France dans la première moitié du XXe siècle. Son fondateur, Fernand Braudel, dans le cadre de sa thèse de doctorat, introduit cette nouvelle manière d'appréhender la discipline historique en 1946. Alliant l'histoire politique, l'histoire économique et l'histoire sociale, l'œuvre de Fernand Braudel permet de mettre en avant les liens unissant l'homme moderne et son environnement. Ouvrant la porte à de nouvelles perspectives de recherche et à interdisciplinarité, l'approche de Braudel trouve écho chez les historiens des époques antérieures. Georges Duby est l'un de ceux qui ont permis à la géohistoire de prendre un nouvel essor. En effet, très imprégné de géographie, cet historien intègre la dimension régionale et locale dans son analyse des facteurs sociaux et économiques dans une échelle d'ordre national. Bien que la géohistoire touche principalement le domaine économique,
Il s'avère qu'elle concerne aussi les domaines de l'histoire de la justice et de l'environnement. Thématique relativement récente, elle est l'objet d'une grande attention de la part des historiens, en témoignent les travaux de Jean-Pierre Leguet et de Thomas Labbé. Les sources relatives à la dimension territoriale sont nombreuses. Aussi, user d'un récit de voyage nécessite de s'intéresser à la littérature qui concerne ce type de documentation. Historiographie abondante et d'actualité, les études qui en sont issues montrent la place importante qu'occupe la géographie dans cette littérature. Nathalie Boulou, par ses nombreux travaux sur les récits de voyage, démontre l'influence de la géographie de Ptolémée dans les récits de voyage à la fin du Moyen-Âge. Bien que bref, ce panorama historiographique permet de prendre conscience de l'ampleur, de l'actualité et d'une thématique et d'une méthode de recherche riche, permettant d'étudier la civilisation médiévale dans ses aspects les plus divers. La question territoriale devenant l'un des enjeux de la France pour le règne de Charles VII, c'est sur ce territoire que je souhaite interroger les notions vues susdites. Pour ce que plusieurs gens de diverses nations et contrées se délectent et prennent plaisir comme y est fait, le temps passe à voir le monde et les diverses choses qui y sont, et aussi pour ce que plusieurs en veulent savoir sans y aller et les autres veulent voir, aller et voyager, j'ai commencé ce petit livre selon mon petit entendement, afin que ceux qui le verront puissent savoir au vrai la manière, la forme et les propriétés des choses qui sont en tous les royaumes, chrétiens et des autres royaumes, où je me suis trouvé de la longueur d'Isseux, des montagnes qui y sont et des fleuves qui y passent, de la propriété des pays, des hommes et des autres choses étranges, comme si après sera déclaré. C'est par ce préambule que commence le livre de la description des pays. L'auteur invite le lecteur à lui faire confiance et donne dès les premières lignes un résumé de la substance de l'ouvrage, à savoir une description détaillée des lieux visités par Gilles Le Bouvier. L'organisation spatiale commence dès la seconde moitié du folio 1 recto avec la description du royaume de France. Mesurant 22 journées de long et 16 journées de large, ses frontières vont de l'Écluse en Flandre jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port à l'entrée du royaume de Navarre et de Saint-Mathieu de Finterre en Bretagne jusqu'à Lyon. Ce vaste territoire au climat continental est considéré par l'auteur comme étant le plus bel et le plus plaisant, le plus gracieux et le mieux proportionné de tous les autres royaumes. La recherche de l'adjectif qualificatif approprié par l'auteur pour décrire le royaume de France tend à devenir la recherche d'un superlatif suffisamment fort pour traduire l'idée d'un royaume sans pareil. Aussi, la question territoriale, vue au prisme de la description, montre le regard que porte l'auteur sur le monde qu'il côtoie. Cela permet d'observer une déformation de la réalité historique territoriale pour donner une vision du réel propre à l'auteur, qui n'est pas nécessairement une vérité historique. En effet, l'espace géographique n'existe pas en dehors du cadre de la perception et de la représentation humaine. Guy Di Meo rappelle que dans la représentation géographique, il y a une représentation sociale. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de perception pure, mais qu'au contraire, il y a des représentations du réel plus ou moins déformées par des filtres individuels et sociaux. S'interroger sur la perception du réel participe à l'élaboration d'une interrogation sur les espaces de vie. L'espace de vie intègre pour chaque individu l'aire de ses pratiques spatiales. Autrement dit, il s'agit d'un espace qui est arpenté et côtoyé avec un minimum de régularité. Guy Di Meo souligne que dans la mesure où toute pratique humaine comporte sa dimension imaginaire, l'espace de vie, en tant qu'étendue où se déplacent les hommes, n'échappe pas aux représentations qu'ils s'en font. Déformé de la sorte, il devient un espace vécu. C'est pourquoi interroger le récit de voyage pour obtenir des éléments d'information sur le territoire permet de se questionner sur la véracité du récit décrit dans les folios du manuscrit. Ce problème d'historicité n'est ni nouveau ni propre à la médiévistique. Cependant, ignorer celui-ci revient à faire des contresens dans l'analyse textuelle et à considérer comme véridique et générale une information donnée par un auteur. En effet, le texte étudié est l'un des nombreux témoignages qui renseignent sur cette époque. Marc Bloch, dans la deuxième partie du chapitre 3 de son Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, rappelle que les témoignages, lorsque leur provenance est connue, ne sont pas pour autant véridiques. Cependant, comme le rappelle si justement l'historien, détecter l'erreur ne suffit pas, il faut pouvoir expliquer les raisons de celle-ci. Ici, l'explication peut paraître simple, et pourtant, elle est complexe. Le héros de Berry, ayant servi directement la famille royale de France depuis 1416, a voulu montrer aux yeux du lecteur toute sa reconnaissance vis-à-vis de celle-ci. Il est également possible d'avancer l'idée que l'ouvrage soit destiné à l'un des membres de la famille royale, ce qui expliquerait la raison pour laquelle l'auteur tente de montrer la supériorité du royaume de France par rapport aux autres, et notamment la puissance du prince sur les autres souverains du monde connu. Enfin, il est également possible d'expliquer la distorsion de la réalité historique par une combinaison des deux hypothèses précédemment exposées. Ces différentes idées heuristiques ne sont pas si invraisemblables si l'on met en parallèle du texte les éléments codicologiques et iconographiques. Tout d'abord, le texte est rédigé dans une écriture gothique soignée sur des folios de vélin de grande qualité, celle-ci est visible par la transparence du parchemin. Ensuite, la présence des différentes lettrines colorées par des couleurs coûteuses, pourpre, or, bleu, accentue la richesse du document. Enfin, bien que le destinataire d'origine du manuscrit ne soit pas connu, la présence des armoiries de France, donc, que vous voyez ici, au folio des Verseaux avec la devise française dans les couleurs précieuses avec le collier de l'ordre de Saint-Michel, sans doute réalisé a posteriori, permet de supposer que ce manuscrit est entré dans la bibliothèque royale des successeurs de Charles VII. En tenant compte de ces éléments et du pays d'appartenance de l'auteur, il est possible d'apprécier son choix de faire commencer la description des lieux qu'il visite par le royaume de France. Ce pays est, comme le montre Gilles Le Bouvier, morcelé de différents pays.
Ce terme désigne une division territoriale. Du royaume tel que les duchés ou comtés, les intellectuels médiévaux ont pour principale préoccupation de penser et de comprendre l'organisation spatiale à travers la grille de lecture d'un ordre immuable qui contient une vérité qui aurait été donnée par les travaux géographiques menés par les anciens. Les savants de l'Antiquité ont admirablement bien présenté l'orbis terrarum qui est agencé et normalisé par Rome. Les intellectuels médiévaux essayent ainsi d'expliquer cette organisation du monde qui fait l'objet d'un découpage territorial et qui est définie selon les théories géographiques issues de l'Antiquité, à travers l'emploi des noms de lieux, de leurs limites, tout en dressant une liste des caractéristiques géographiques qui les composent, fleuves, montagnes, etc. Nathalie Boulou souligne que cette modalité particulière de saisir le réel tient tout d'abord à la nécessité de concevoir l'espace du monde comme un tout homogène, aisément représentable et mémorisable, sans qu'il soit toujours nécessaire d'aller dans le détail et certainement pas d'en décrire les changements. Enfin, la dernière partie, la frontière, un outil de politisation de l'espace. La frontière n'est en réalité qu'une limite fixée arbitrairement à un espace. Aussi, réfléchir sur cette notion permet de poser un questionnement qui porte sur le centre et la périphérie, sur l'intérieur et l'extérieur. Les hommes peuvent délimiter un espace à l'aide d'une construction humaine, création d'un édifice, de murailles, mais également grâce à des obstacles naturels tels que les montagnes, les rivières, l'océan, la mer, comme le montre la description générale des frontières du royaume de France par le héros de Berry. Ce royaume est fermé depuis l'Écluse, en Flandre, jusqu'au royaume de Navarre, de mer et de là est fermé des monts Espirant jusqu'à Narbonne, et de Narbonne est fermé de la mer de Midi, qu'on appelle la mer Mitterrand, jusqu'à Aigues-Mortes, où tombe le grand fleuve de Rhône en mer et est fermé depuis la mer au long du dit fleuve jusqu'à la cité de Lyon, du dit Rhône, là où tombe le fleuve de la Saône, et de là est fermé du fleuve de Saône, du dit Lyon jusqu'à Lanceux et Marche de Lorraine, et près de là commence le fleuve de la Meuse, dont le dit royaume est fermé contre les Allemands jusqu'à la comté de Hainaut et au pays de Liège, et à une journée de là est fermé du fleuve de l'Escaut qui part d'Emprès Bouchain et Cambrésis jusqu'à la mer de Flandre où tombe de le dit fleuve. Parler de frontières est relativement complexe. En effet, la définition de ce concept, proposée par Pierre-Georges et Fernand Verger, désigne la limite du territoire d'un État qui est reconnu à la suite d'ententes internationales, de traités entre les pays voisins ou à la suite d'un arbitrage issu d'une conférence ou d'une organisation internationale. Or, parler d'une organisation étatique par la période antérieure à la modernité serait anachronique. De surcroît, cela reviendrait à occulter une réalité politique qui transcende les frontières étatiques dans le sens où un souverain peut être un roi en son pays vassal d'un autre monarque, voire être un prince de sang, être le vassal du souverain de son pays d'attache et celui d'un autre. Bien que difficilement applicable à la civilisation médiévale, la définition des deux géographes a le mérite de poser une base solide à la réflexion. En effet, pour que le concept soit opératoire, il est nécessaire que la limite soit reconnue par tous. Cette reconnaissance traduit également une identification des différents phénomènes présents sur le territoire autres que celui de la puissance du pouvoir et dont les limites ne s'achèvent jamais au même endroit. Ainsi, il serait possible de définir la frontière comme étant un territoire constitué clairement par un autre et qui est reconnu par tous. La question de la limite est d'autant plus importante qu'elle traduit également des enjeux d'ordre juridique et économique, tels que le paiement d'un péage sur la circulation des marchandises, la perception de la dîme, etc., puisque les frontières anciennes expriment la surface d'action que d'un seul droit. Aussi, le manque de précision apparent de la limite ne signifie pas pour autant qu'elle est abstraite de toute réalité administrative. En effet, la paroisse et la ville constituent les éléments matériels les plus visibles dans la mise en place de la délimitation territoriale. Gilles Le Bouvier, dans sa description du duché de Bourgogne, parle en ces termes de celui-ci. Puis il y a la duché de Bourgogne et la comté de Charolois qui est moult bon pays et plein et abondant de tout bien sur la rivière de Loire en ce pays de Charolois à bain chaud et ce dit pays de Bourgogne et de Charolois très fertile de blé, de vin, les meilleurs du royaume mais aussi de bestiales et de poissons, ayant un Istel duché et sur la dite rivière jusqu'à Lyon, la cité de Lyon qui est archevêchée, la cité de Mâcon, la cité de Châlons, ayant en Istel cité de grands barons et la principale ville nommée Dijon, qui n'est pas citée, sont les cités dit celui nullement au pays, au roi. La gradation ici présente organise l'espace selon un ordre visant à rappeler l'autorité politique, religieuse et administrative. Le duché contient un comté important, en l'espèce celui de Charolais, un archevêché et diverses villes. Les limites sont à la fois naturelles de par la localisation d'un grand centre urbain sur la rivière de Saône et de conception humaine avec les cités qui sont présentes. La description du territoire nécessite de donner les entités qui le composent dans le souci de rendre plus réelle une frontière difficilement perceptible et si politique. Présenter des limitations territoriales incertaines ne signifie aucunement qu'elles doivent nécessairement s'affranchir du modèle descriptif. Cependant, la conscience que les humanistes ont de cette frontière les pousse à l'interroger sous d'autres angles. En effet, diviser un territoire pour tenter d'y poser les limites et les nommer demeure l'essence du registre descriptif. La difficulté de décrire une frontière repose sur la condition qu'elle ait un mouvement permanent. C'est pourquoi Gilles Le Bouvier, en fixant par écrit une frontière instable, fait le choix de rendre opératoire son récit dans le sens où celui-ci permet de rendre compte du processus de politisation présent au sein du royaume de France et dont le territoire devient le principal marqueur et enjeu. En rendant compte de la nature politique de la frontière, Gilles Le Bouvier montre sa connaissance de la science géographique telle qu'elle est définie par Strabon. En effet, pour ce dernier, cette discipline doit servir in fine à répondre aux besoins de la vie politique. Donc vous avez ici l'extrait de Strabon concernant de sa géographie, de son livre 1, et c'est le passage 15 à 16.
C'est par la connaissance du territoire et des frontières que le dirigeant peut exercer son auctoritas et sa potentas sur celui-ci, ainsi que sur le peuple qui le compose. En montrant sa connaissance des textes savants de l'Antiquité, le héros de Berry place son récit sous la protection des anciens, tout en donnant une valeur d'autorité à son œuvre. Donc pour conclure, la maîtrise du territoire au XVe siècle est un enjeu de première importance. C'est par lui que les auctoritates peuvent exercer leur pouvoir sur les individus qui le composent. Gilles Le Bouvier, en décrivant l'environnement qu'il côtoie, cherche à asseoir la puissance du royaume de France sur l'ensemble du monde connu. Cette description territoriale très riche permet d'appréhender les rapports politiques et sociaux au sein d'un pays qui a connu la guerre civile, en l'espèce la guerre entre Armagnac et Bourguignon 1407-1435, et qui doit encore chercher à légitimer l'autorité du roi de France vis-à-vis du monarque anglais. En effet, le contexte de la guerre de Cent Ans, qui va de 1337 à 1453, fait que l'œuvre du héros de Berry dépasse très largement le cadre des récits de voyage pour devenir un traité d'information géostratégique où le savoir scientifique est mis au service d'un lectorat possiblement issu de la famille royale française, pouvant servir à achever la reconquête des territoires perdus au cours du conflit franco-anglais. Gilles Le Bouvier, en invoquant les scientifiques de l'Antiquité, montre la place qu'occupe la culture savante dans son œuvre, et ce pour lui donner une autorité dans un domaine précis, en l'espèce celui de la géopolitique. C'est pourquoi l'intérêt finalement de mêler une approche transdisciplinaire, la géographie et l'histoire, mais aussi la littérature et éventuellement les sciences juridiques, permettent au final de mieux comprendre tous les enjeux que suscite un espace donné, un territoire, les limites et les frontières au sein d'une période extrêmement troublée par les guerres civiles, par la guerre de Cent Ans, mais aussi par les crises sanitaires telles que la peste noire au XIVe siècle de 1347 à 1349. Je vous remercie et je remercie encore une fois très chaleureusement les membres du comité organisateur pour ce très bon colloque. Je vous remercie.